pour reprendre votre expression, le Maroc n'a pas attendu les bouleversements politiques de 2011 pour se réveiller, hein, bien pour se réveiller. Les révolutions arabes de façon générale ont trouvé un terrain plutôt expérimenté, puisque la transition politique a connu son premier acte au Maroc en 1998, où il y a eu à la faveur d'un mouvement de libéralisation politique important, et qui a porté pour la première fois l'opposition au pouvoir dans le cadre d'une discussion, d'une négociation, disons, avec le roi de l'époque, le roi Hassan II. Et cette transition politique, plutôt, a coïncidé avec une transition monarchique. Elle s'est ensuite poursuivie et elle s'est enlisée. Donc, quand les bouleversements ont eu lieu dans le monde arabe, au Maroc, on était dans une situation d'enlisement et de crise, quasiment de crise. Et en cela, l'écho et les prolongements des bouleversements à travers le mouvement du 20 février qui s'est exprimé sont venus relancer, si vous voulez, d'une certaine manière, la machine, et tout en restant dans la continuité de ce qui se produisait avant. Il n'y a pas eu de rupture comme à la tunisienne, mais une certaine continuité, mais avec néanmoins des changements importants, puisque le Maroc a connu une nouvelle constitution en 2011, qui comporte pas mal d'avancées sur le plan des droits, des libertés, l'équilibre, la séparation des pouvoirs. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de cette constitution, puisque le fait particulier qui caractérise le Maroc, c'est qu'il y a eu des élections juste après la constitution, et ensuite un gouvernement qui s'est mis en place, qui a aujourd'hui encore pour charge de mettre en œuvre. Donc d'une certaine manière, le processus constituant n'a pas été achevé, et il est aujourd'hui encore en cours. Alors le bilan qu'on peut en tirer très rapidement en 2 mots, on est dans une configuration de normalisation, d'intégration de la composante islamiste qui jusque-là était dans l'opposition et qui a intégré le jeu politique et qui aujourd'hui dirige le gouvernement. Donc une forme de normalisation et d'intégration de cette composante. Mais sur le fond, on est sur une mise en œuvre laborieuse de cette constitution qui soulève beaucoup de questions sur non seulement la stratégie du gouvernement en général et du PJD en particulier, mais aussi sur la difficulté qu'il peut y avoir à mettre en œuvre des réformes qui sont annoncées, fussent-elles inspirées du référentiel démocratique ou d'État. Moi, je crois qu'il y a eu un effet de sidération en 2011, parce qu'il y a quand même eu dans la région, dans la grande région d'Afrique du Nord jusqu'à l'Égypte et au-delà, il y a quand même eu des événements exceptionnels. Et ces événements exceptionnels, ils ont un peu chamboulé, parce que c'est vrai que la transition de 98-99, elle s'était faite d'une manière tout à fait institutionnelle et centralisée. C'était une révolution, on peut dire, du haut, mais là on a une révolution ou une tentative de révolution du bas, et c'est vrai que la réponse des autorités a été aussi foudroyante qu'imprévue. Maintenant, on se rend compte avec le recul que le pouvoir en réalité n'a pas lâché, n'a pas fait de concessions, et que finalement ces apparentes concessions, elles sont l'objet de tractations. Et aujourd'hui, les choses dans la société politique marocaine sont très complexes et n'ont pas vraiment beaucoup changé. Et c'est plutôt la société qui reste à l'écoute de ce qui se passe dans la région, parce que l'information ne s'arrête pas et que les événements se poursuivent, y compris dans leur dimension tragique, évidemment la plus tragique en Syrie et au Moyen-Orient. Et puis il y a quand même ces revendications sociales très fortes dans un contexte de chamboulement économique, de pression très forte exercée par la crise, avec une multiplication des manifestations locales, sectorielles, et vous parlez de signes tangibles. Depuis quelques années, le nombre d'événements sociaux, si on peut dire, ou de manifestations sociales, de revendications sociales a explosé. On n'en parle pas du tout, mais c'est quand même des réalités, je pense, qu'il faut prendre en compte, et qui sont, en quelque sorte, qui dressent un tableau de fond dans une situation qui reste, pour moi, encore en devenir. Je pense que effectivement, il y a eu cette nouvelle constitution en 2011. Reste à savoir si son contenu répond exactement aux attentes des manifestants de février 2011
qui se sont manifestés tous les mois pendant quelques mois. Cette constitution, elle apporte beaucoup d'éléments positifs, ça vient d'être dit, mais dans le même temps, je pense que quand les manifestants, les protestataires demandaient une réforme constitutionnelle, ils pensaient à une monarchie de type constitutionnel et ils pensaient à un équilibre des pouvoirs. Et je pense que cette nouvelle constitution n'offre pas d'équilibre des pouvoirs. L'essentiel du pouvoir reste concentré entre les mains du roi. Il reste concentré entre les mains du roi et de ses conseillers, ce qui vient affaiblir aussi les institutions. Donc, reste à savoir comment elle va être appliquée, mais reste à savoir aussi dans quelle mesure elle répond aux attentes des manifestants du mouvement du 20 février. L'histoire de toutes les civilisations et de tous les pays prouve qu'on ne peut jamais neutraliser une situation. L'exemple du Burkina Faso vient encore de le rappeler s'il en était besoin. Donc il n'y a pas par essence de régime stable ou de régime éternellement stable. Maintenant, il est vrai que le Maroc a pour lui une très longue stabilité, qu'il n'a jamais connu de troubles de type révolutionnaire, qu'on peut remarquer une continuité tout à fait étonnante de son système politique à travers les événements, y compris la colonisation. Mais je veux dire, cette situation n'est pas un fait acquis et il faut prendre en compte, d'une part, la réalité internationale et régionale, et il faut prendre en compte aussi les attentes du peuple marocain qui ne sont plus du tout les mêmes que dans les années 70-80. Il y a aujourd'hui une impatience mondiale qui est évidemment aussi une impatience marocaine. Les médias, la circulation de l'information, la connaissance sont beaucoup plus diffusés qu'il y a une trentaine d'années. Et de ce fait, même si la situation, comme on dit, est bien tenue, il y a toujours lieu pour les autorités, et elles auraient tort de ne pas le faire, d'être extrêmement vigilants et de répondre aux attentes qu'on évoquait à l'instant. Effectivement, le roi du Maroc a su anticiper, a su montrer qu'il entendait le message et a très vite réagi, c'est une évidence, avec habileté parce qu'il a anticipé, il a compris le mouvement. Le mouvement du 20 février en tant que tel n'a pas été réprimé, moi-même j'étais manifestant le jour du 20 février, donc il a compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Et il a fait un discours le 9 mars qui est un discours historique extrêmement important, où il a annoncé beaucoup plus que ce qu'il y a dans la Constitution, paradoxalement. Je dis cela pour simplement distinguer deux choses. Cet appel qui a été fait, et ensuite sa mise en œuvre effective par les instances qui étaient chargées de mettre en œuvre la Constitution. Et il y a sans doute un décalage, une discussion possible à avoir sur le début du processus constituant, et on va dire la feuille de route qui a été tracée par le roi, lequel décalage est à mon avis largement imputable à la manière dont la classe politique s'est comportée avec cette feuille de route. Alors, s'agissant de la question des mobilisations, des revendications au Maroc, c'est juste, il est vrai qu'il y a aujourd'hui au Maroc, quotidiennement quasiment, des manifestations, comme de façon, c'est devenu aujourd'hui la normalité. Elle ne date pas du 20 février, elle date de bien avant. En 99 déjà, on disait, Youssoufi disait, le Maroc est dans un mai 68 permanent. La contestation, la libération de la parole a commencé bien avant. Alors évidemment, elle a connu une amplification forte après les événements dans le monde arabe, à la faveur de la circulation de l'information et de ce qui se passait dans les autres pays. Mais c'est un phénomène tout à fait qui monte et qui existe et qui aujourd'hui participe du quotidien, j'allais dire presque, et qui se banalise presque. Maintenant, en même temps, est-ce qu'il y a des risques d'instabilité? Bien malin serait la personne qui serait en mesure de prévoir ces choses-là. Ce que j'observe, moi, par exemple, pour donner un exemple très concret, il y a une semaine, il y a eu une grève générale, même pas une semaine, il y a 6 jours, il y a eu un appel à une grève générale, un appel qui a été à l'initiative des 4 plus grandes centrales syndicales marocaines, et la grève générale s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales. Or, nous savons que historiquement, au Maroc, sur les 30 dernières années, ce sont les grèves générales qui ont été des moments de mobilisation, de débordement et parfois d'émeutes populaires, comme d'ailleurs en Tunisie aussi. Donc je ne veux pas dire que nous sommes dans une situation où les tensions sociales qui sont très fortes, qui existent, qui résultent des inégalités, du problème de la répartition de façon générale, de la question du pacte social qui n'a pas été mise en débat public et discutée véritablement à partir de cette nouvelle constitution, qui n'est pas une constitution fondatrice comme elle l'est en Tunisie.
elle s'inscrit dans une forme de continuité, effectivement. Donc il n'y a pas eu ces discussions-là, et aujourd'hui nous avons une situation politique où le gouvernement doit à la fois mettre en œuvre des textes sur les règles du jeu, c'est ça le processus constituant, et en même temps répondre aux demandes très fortes dans un contexte de crise aussi bien au Maroc, et parce que ses partenaires, ses principaux partenaires, l'Europe d'un côté, sur le plan économique, mais aussi de crise et de tensions géopolitiques qui jouent beaucoup pour rendre difficile, si vous voulez, la situation dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre Vermeuren, dans ce sens où nous assistons à l'émergence un peu partout dans le monde arabe du citoyen. Et ce citoyen va venir perturber les relations qui existent entre gouvernants et gouvernés et qui sont au Maroc établies de longue date. Donc ces pactes dont on parle vont, à mon avis, être profondément perturbés. C'est valable au Maroc, mais on l'observe un peu partout dans le monde arabe et même au Sahara. On a vu des formes de revendications nouvelles. Et là, effectivement, le rapport gouvernant-gouverné, à mon avis, ne va plus être le même. Donc, effectivement, on peut avoir soit d'autres formes de négociation, soit de nouvelles formes de revendications aussi, violentes ou non violentes. Ça, l'histoire le dira. Mais en tout cas, à mon avis, on sera devant un autre type de relation. Le monde arabe, je ne dirais pas, j'inverserai votre proposition. Je pense qu'il ne s'agit pas de se détourner du monde arabe, il s'agit de revenir au monde arabe. Parce qu'au fond, aujourd'hui, l'Europe, elle est dans une situation relativement cataclysmique au plan économique, notamment l'Europe qui est proche du Maroc, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la France, l'Europe méditerranéenne. Il n'y a pas de perspective de croissance pendant longtemps. Donc le Maroc, c'est un pays qui a besoin d'une forte croissance. Il ne peut pas aller la chercher vraiment en Europe. Ce qu'il peut aller la chercher en Afrique, il se trouve malheureusement qu'il essaye, et le roi l'a prouvé l'année dernière par son grand voyage au Sahel, mais il se trouve que l'Afrique qui est proche du Maroc, c'est justement l'Afrique en crise. C'est l'Afrique de la Guinée avec Ebola, c'est l'Afrique du Mali et du Sahel, c'est l'Afrique du Centrafrique, du Burkina Faso. Bon. Donc, en dehors, si vous voulez, du Nigeria qui a sa propre trajectoire, l'Afrique de l'Ouest au sens large est dans une situation très difficile. Les voyages internationaux sont devenus presque impossibles au Sahel, au moins pour les Européens, etc. Donc la vraie solution, elle se trouve, et d'ailleurs la négociation, les tractations, les flux de capitaux, ils se trouvent avec la péninsule arabique, c'est-à-dire avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar, même si évidemment le Qatar c'est très compliqué. Bon, donc là il y a quelque part des perspectives d'investissement, mais ce sont des investissements volatiles. En 2008, ces investissements arabes s'étaient envolés comme un vol de moineaux, ils sont revenus. Et puis il y a aussi toujours la perspective avec les monarchies du Golfe de tractations religieuses qui actuellement ne font pas forcément l'affaire du Maroc. Donc les choses évidemment au plan de la géopolitique internationale sont très complexes. L'alliance et la logique voudraient qu'il y ait un grand pays pétrolier et qui a autant besoin de croissance aux portes du Maroc que les choses tournent sur un plan maghrébin. Mais comme les choses n'existent pas de cette manière, il faut aller très loin et de fait c'est compliqué. D'accord, la question ne se pose pas dans ces termes-là. Déjà, les relations avec les pays arabes sont importantes sur le plan économique et sur le plan politique. Récemment, vous avez depuis quelques jours, le Maroc a proposé son assistance sur le plan politique et militaire aux Émirats et au Bahreïn, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et les relations économiques existent. Mais de façon générale, le Maroc a pris le parti de diversifier de plus en plus son partenariat, à cause évidemment de la crise en Europe. Pour vous donner un ordre d'idée, on se rend bien compte que l'accompagnement de la transition au Maroc ne sera pas simplement avec l'aide européenne. L'aide européenne aujourd'hui, quand on regarde pour l'ensemble du voisinage total, y compris oriental, le voisinage méditerranéen, c'est à peu près entre 19 et 23 euros par personne qui est donné aux pays du sud de la Méditerranée. Quand c'est le double pour le voisinage oriental, c'est-à-dire la Moldavie, l'Arménie, l'Ukraine, et multiplié par 10 pour les pays de l'ex-Yougoslavie, je ne parle pas des PECO qui eux sont des candidats à l'adhésion. Déjà, donc on est dans des rapports où on sait très très bien que ce n'est pas de l'Europe que viendra l'aide dont le Maroc a besoin, pour le Maroc, la Tunisie aussi, pour véritablement investir massivement dans cette transition qui a besoin d'être
d'être financé en termes, j'allais dire en termes économiques, sans quoi les pétitions de principe politiques peuvent s'effondrer très très vite. Maintenant, vis-à-vis de l'Afrique, effectivement, donc, dans le cadre de cette stratégie de diversification, le Maroc joue la carte africaine depuis récemment, c'est assez récent, de façon offensive, en mêlant diplomatie économique, politique et religieuse. Ça, c'est un élément nouveau où le Maroc exporte, entre guillemets, si vous voulez, sa façon de réguler le champ religieux et d'envisager la régulation du champ religieux, c'est-à-dire un islam tolérant, ouvert, dans l'ensemble du précaré, enfin, de l'ensemble du monde francophone, africain francophone prioritairement, et un peu plus, de plus en plus vers les pays anglophones. Voilà. Je pense qu'au niveau de l'aide, le Maroc a toujours bénéficié à la fois de l'aide de l'Europe et de l'aide des pays arabes. Je pense notamment à l'Arabie saoudite qui est venue en aide au Maroc sur le dossier du Sahara occidental dans les années 80. Il y a eu une aide extrêmement généreuse. Je pense qu'au niveau africain, ces gros investissements qui se sont multipliés ces 10 dernières années en Afrique n'apportent pas leurs fruits tout de suite. On verra dans 10 ou 20 ans si ils apportent vraiment, c'est au niveau des échanges, il y a des choses importantes et tangibles. Au niveau de la religion, puisque c'est le deuxième axe, est-ce que le Maroc va réussir à, si vous voulez, à développer cet islam modéré? Moi, je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre du tout. Et je ne vois pas très bien quels sont les effets de cette politique. Moi, je pense plutôt que le Maroc est allé chercher en profondeur cet élargissement qu'il n'a pas pu avoir au niveau horizontal à cause de son contentieux avec l'Algérie. Je pense aussi qu'il est allé en Afrique au moment où l'Algérie était beaucoup moins présente en Afrique, et je pense qu'il veut prendre une contre-offensive par rapport à l'Algérie, là où l'Algérie est présente pour contrecarrer l'islam violent, le djihadisme, les Marocains s'investissent différemment. Mais je crois encore une fois que c'est par rapport à son voisin algérien.